Un accord électoral a donc été conclu cette nuit entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts pour les élections législatives des 12 au 19 juin. Au sein de cette nouvelle union populaire et écologique et sociale, une centaine de circonscriptions sont réservées aux écologistes. Un accord qui pourrait s'élargir dans les prochaines heures au Parti communiste, au MPA et même au Parti socialiste. Clémentine Autain, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée LFI de Seine-Saint-Denis. Avec moi pour vous interroger, Mathieu Dejean du pôle politique de Mediapart. Jean-Luc Mélenchon, dimanche, hier, nous a dit qu'on était à quelques millimètres d'un accord. Est-ce que tous les partis que j'ai cités vont monter à la fin dans le bateau ? Je ne peux pas vous le dire et le certifier à cette heure. C'est ce que je souhaite, c'est ce que nous souhaitons. Je pense qu'il est en train de se produire un tournant historique incroyable. Et je veux croire que les négociations permettront de valider ce sens de l'histoire. Les dernières heures de discussion, on discute évidemment du nombre de circonscriptions. C'est ça qui... On a commencé par le programme. À chaque fois, c'est-à-dire qu'on a eu des discussions assez âpres, y compris sur des sujets comme l'Europe. On va y revenir. Pas simplement l'Europe, d'autres sujets pour se mettre au clair et essayer justement de voir ce qui relève d'une divergence profonde et ce qui relève parfois d'une incompréhension, d'un manque de discussion, d'un manque de dialogue et d'un besoin d'affiner ce que chacun, au fond, a en tête. Donc là, on est en train de passer un cap et j'ai tout à fait bon espoir que demain, pour l'anniversaire du Front Populaire, c'est demain, nous ayons cet accord historique autour, vous l'avez dit, de cette nouvelle Union populaire, écologiste et sociale. Justement, vous parlez de tournant historique, d'accord historique. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement ? Est-ce que, plus qu'un simple accord électoral, pour vous, on est en train d'assister à une sorte de recomposition politique ? D'abord, nous, on ne voulait pas d'accord électoral. On l'a dit, on l'a redit. On ne voulait pas une clé de répartition où chaque boutique existante, au fond, réussit à se sortir gagnant des législatives et puis... business as usual pour la suite. Non, c'était pas ça qu'on voulait. On voulait un accord politique. Et pour une raison simple, c'est que Jean-Luc Mélenchon a immédiatement mis dans le paysage politique après le premier tour un objectif clair, être Premier ministre en juin. C'est-à-dire la possibilité de construire une majorité et de gouverner. Si on veut gouverner en juin, il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'on veut y faire. C'est aussi simple que ça. Et donc là, on a une ambition qui est un peu détonnante par rapport au ronron de la Ve République, où on part toujours du principe que après les présidentielles, les législatives qui arrivent sont une formalité pour le président sortant. On voit bien que là, c'est pas tout à fait le cas. Des sondages, des enquêtes d'opinion différentes indiquent qu'il y a trois blocs. Un bloc libéral autour de Macron, un bloc populiste avec l'extrême droite, et notre bloc social et écologique qui est aujourd'hui devant, y compris le parti d'Emmanuel Macron de 9 points dans une des dernières enquêtes que j'ai vues. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue, qui est tout à fait inédit, et c'est sans compter la dynamique que commence d'ores et déjà, même si l'accord n'est pas formellement signé entre toutes les parties, mais commence déjà à réveiller un certain nombre de citoyennes et citoyens et donner le sentiment qu'on passe d'une logique de résistance à une logique d'espérance. Et ça, c'est un pas qui est considérable et qui peut être un moteur de vote, y compris dans les milieux populaires, parce que dans les milieux, moi je suis élue de Sevran, Villepinte-et-Tremblay, et je vois bien les queues qu'on a vues dans les bureaux de vote les plus populaires, ça fonctionne quand il y a une chance de gagner. Et c'est les derniers jours avant le premier tour, quand on se disait c'est possible que Mélenchon soit au second tour, qu'on voit que d'un seul coup, des jeunes, des quartiers populaires en particulier, mais même au-delà, se déplacent là où d'habitude ils auraient été tentés par l'abstention. Alors, ce que veulent les citoyens de gauche, justement, ça, Christophe, tu as pu le mesurer hier dans la manifestation du 1er mai. Oui, on s'est rendu à Paris avec Nassim Ghomri à cette manifestation du 1er mai, une manifestation unitaire mais sans la CFDT comme d'habitude. La manif fait partie de la place de la République pour rejoindre celle de la Nation, un cortège assez dense et un mot d'ordre assez unanime contre Macron. Macron dégage ! Un mot d'ordre partagé par les manifestants que nous avons interrogés à l'image de Michel. Plein de raisons de manifester, je ne connais aucune raison de ne pas être dans la rue avec ce qui nous prépare, le recul de la retraite pour les actifs, la suppression de toute augmentation de nos pensions, comme c'est le cas depuis plusieurs années, les licenciements et par contre les cadeaux aux actionnaires. Le troisième tour, il commence aujourd'hui dans la rue. Et évidemment, pour ce 1er mai intervenant à 6 semaines des législatives, l'union de la gauche est dans toutes les têtes. Je pense qu'il faut essayer de trouver une fédération parce que c'est vrai qu'on était surpris, un peu écœurés que Mélenchon passe à si peu alors que
enfin, là, il y avait un enjeu fort. Et donc, les divisions, c'était peut-être pas la priorité à montrer. Ouais, il paraît qu'il y a une coalition qui est en train de se mettre en place et effectivement, ouais, ça fait plaisir, ça donne de l'espoir pour avoir un vrai bloc de gauche aux législatives. Ça me paraît assez évident que jusqu'à présent, on n'était pas d'accord entre nous et que c'est le moment de parler réellement des vraies choses, quoi, et de se mettre effectivement très d'accord sur une manière de gouverner ensemble. Je pense que c'est super important que la gauche elle gagne les législatives, puisque comme on l'a vu déjà, il y a eu Macron-Le Pen et ça c'est quand même un truc. C'est pas normal que l'extrême droite elle ait autant de place en France. Et en fait, pour que la gauche et que toute la population elle ait quand même un minimum de visibilité, ce serait vraiment bien que la gauche soit élue aux législatives pour qu'on ait quand même un minimum de parole pour notre gouvernement et pour la politique, quoi. J'espère qu'on va réussir à faire force parce qu'on est vraiment, il me semble, dans un combat de classe, dans une guerre de classe, et que Macron, c'était absolument insupportable de le supporter pendant 5 ans. Moi, je l'ai choisi comme ennemi, meilleur ennemi. J'ai voté pour lui, mais voilà, je pense qu'on a besoin de virer toute cette clique et de passer à autre chose. Certains sont certes plus dubitatifs. L'union des gauches, vous y croyez ? On n'a pas trop le choix en fait. Disons qu'on ne s'attend pas à ce que ça aille mieux, mais ça sera juste pour contrer le désastre, quoi. Il vaut peut-être mieux au moins avoir une présence une présence politique et donc médiatique que rien du tout. Maintenant, pour ça, il faut quand même avoir l'espoir que l'Assemblée nationale va changer les choses. Et pour ça, il faut se lever tôt le matin. Donc, si ça peut m'offrir de l'optimisme, pourquoi pas, mais bon. Antoine, lui, craint l'hégémonie de la France insoumise. Ça part un peu mal, on va dire. J'ai des parents communistes, je suis pas encarté, mais en tout cas, j'ai peur de me dire qu'on va devoir encore s'aligner derrière Mélenchon qui est là, va dire ok l'Union populaire, mais derrière moi avec mes dérogatives, et vous vous alignez. D'autres s'alarment de la présence du PS dans cette union. Je pense que l'Union populaire, ils ont fait ce qu'il fallait en matière d'ouverture aux autres partis. C'est plus trop de notre ressort maintenant de savoir qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Et l'ouverture jusqu'au PS Moi, je suis contre, mais après, s'il faut, on sera pour. C'est pour faire une union avec le PS. Non, merci, quoi. On n'y sera pas. Les écolos, je pense que le parti en lui-même et les militants, on peut, mais il y a toute une direction du parti qu'il faut virer, qu'il faut pas... lequel c'est dur de négocier. Après, c'est le PS surtout qui me gêne, que je veux plus qu'on considère à gauche et que je veux plus qu'on se fasse entuber par eux. Gérard, lui, a une définition basique de la gauche. Tous ceux qui se sentent contre Macron, Le Pen, les LR, je peux continuer, Dupont-Aignan, tous ceux que je vomis. Reportage Christophe Gueugnaud et Nassim Gonnery. Clémentine Autain, 2 questions sur ce reportage. La première, c'est ce jeune homme qui dit on se dit on va être tous derrière Mélenchon, on a peur qu'il faille s'aligner derrière lui. Écoutez, j'ai le sentiment que la façon dont il a tendu la main depuis cette présidentielle est une façon très ouverte, avec un objectif pluraliste, de construire ce bloc, qui en fait n'est pas un bloc, le mot d'ailleurs est probablement un peu impropre, même si on le prend pour expliquer 3 grandes familles. Un bloc, c'est fait d'un morceau unique. Là, en l'occurrence, ce qu'on veut faire, c'est trouver une base d'accord suffisamment forte pour qu'il y ait de la cohérence politique dans une action potentielle gouvernementale, et en même temps que chacun continue à être ce qu'il est. Et Jean-Luc Mélenchon l'a dit de façon très claire. Donc après, comme disait Engels, la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Donc on va voir au fur et à mesure, en marchant, et bien sûr que c'est un enjeu de réussir à faire vivre cette nouvelle union populaire en permettant à chacun d'être ce qu'il est, tout en ayant, encore une fois, un fil à plomb commun qui nous permet d'être cohérents. Mais vous avez vu, comme les discussions avancent bien, parce qu'il y a toute une série de propositions concrètes. C'est concret tout ça, hein. Ce dont il s'agit, c'est de savoir si en juin... Mais non, mais est-ce qu'en juin, on bloque les prix des produits de première nécessité? Est-ce qu'on augmente le SMIC tout de suite à 1 400 €? Est-ce qu'on est capable d'investir dans les hôpitaux, d'augmenter les profs, enclencher la planification écologique? C'est quand même pas rien à l'heure du défi climatique. Est-ce qu'on fait avancer le système institutionnel? On ne pourra pas faire la 6e République seulement en ayant le Premier ministre, mais on peut faire des choses comme par exemple le RIC.
public. Donc c'est très concret, en fait, ce dont on parle et ce dont on a parlé dans les négociations. Et je pense que c'est important d'être parti de là, avec aussi une stratégie politique. Je veux insister là-dessus, parce que c'était celle de l'Union populaire, et c'est sur ça aussi qu'on n'avait pas envie de canner. C'est de dire que l'alliance, bien sûr qu'il faut la faire entre les partis existants, mais au fond, ça ne suffit pas. Ce qui compte, c'est que se mettent aussi en mouvement dans la société des forces individuelles, collectives, qui fassent qu'il y a du mouvement et de l'adhésion. Parce que si on est simplement dans l'accord électoral entre des partis existants parfois depuis très longtemps et avec des scores qui sont assez faibles, je crois qu'on passe à côté. Donc il faut à la fois réussir ce rassemblement, et on s'en donne les moyens, avec ses forces politiques, mais aussi être capable d'aller chercher dans la société tout ce qui va nous permettre de grandir et de faire majorité idéologique, majorité sociale et majorité politique. L'autre point, c'est le PS. Il y avait ce jeune homme qui disait je veux pas du PS dans cet accord. Qu'est-ce que le PS, alors il a toujours pas signé à l'heure où on enregistre cette émission, où on la diffuse, qu'est-ce que le PS a clarifié qui fait que c'est possible? Les cadres politiques de la France Insoumise qui ont négocié et qui ont vu les socialistes dans la première bilatérale, comme on dit, étaient assez impressionnés, parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout au discours qu'ils ont eu en phase 2 et aux propos qui ont été tenus. Et d'ailleurs, quand vous regardez depuis quelques jours, vous suivez Olivier Faure ou d'autres d'ailleurs socialistes, il y a une impression de clarification. Alors eux nous disent non, elle avait été faite depuis 2018, moi c'est pas mon sentiment, mais là, depuis quelques jours, des mots clairs sont posés. J'ai entendu Olivier Faure défendre l'objectif de la retraite à 60 ans et nous dire qu'il fallait le SMIC à 1 400 € et qu'il fallait en finir avec la loi El Khomri et la loi Pénicaud. Bon, ça c'est quand même assez clair. J'ai entendu plusieurs dirigeants socialistes dire que le quinquennat Hollande nous avait mis dans le mur. Alors, c'est pas le terme forcément. Y compris après l'intervention de François Hollande il y a quelques jours. Exactement, que c'était eux qui avaient mis le Parti socialiste et au fond toute la gauche au point que le mot gauche est devenu disqualifié et que ce que Jean-Luc Mélenchon a réussi à faire dans la présidentielle, c'est aussi re-remplir le mot, pas simplement l'énoncer comme un étendard qui est vide par ces politiques dites de gauche qui ont été en fait des politiques de droite, mais vide aussi pour des nouvelles générations qui n'ont pas cette identification à ce mot-là. Donc jusqu'au mot lui-même vidé de son sens, on voit bien à quel point le quinquennat Hollande a abîmé la gauche et le Parti socialiste. Et là, on a une génération de quadra-quinquagénaires qui dirigent le Parti socialiste et qui semblent vouloir tourner cette page et ouvrir une nouvelle démarche, une nouvelle orientation pour le Parti socialiste. Il faut l'entendre, je ne sais pas jusqu'où ça va. Et à l'heure où on parle, d'ailleurs, les négociations ne sont pas terminées. Il y a une négociation programmatique avec le Parti socialiste, donc est-ce qu'elle va aboutir dans la journée? Je ne peux pas le dire, mais j'observe un bouger. Voilà. Mais nous, on ne veut pas. Il n'est pas question de transiger. Je veux dire, c'est pas. On veut absolument l'accord avec tout le monde, donc c'est pas grave. On va faire des compromis dans tous les sens pour au forceps. Vous voyez, nous, on préfère. On veut l'accord, mais on veut l'avoir sur des bases qui nous permettent demain de gouverner avec une politique de rupture, de transformation en profondeur de la société. Un petit mot avant une question de Mathieu, peut-être sur l'Europe. Le dernier qui est en discussion, c'est le Parti communiste. C'est pas simple depuis ces dernières années entre LFI et le Parti communiste. Qu'est-ce qui pourrait bloquer avec le Parti communiste, dont on imagine, on ne voit pas comment, là, si une dynamique d'union se met en place, le Parti communiste serait à l'extérieur, même si le PS signe. C'est vrai que c'est difficile à imaginer qu'il puisse être à l'extérieur, et d'ailleurs on ne comprend pas pourquoi ce ne sont pas les premiers partenaires qui sont avec nous. Sachant que vous avez été ensemble en 2012 et en 2017. Bien sûr. Et là, c'est vrai que pour moi, c'est assez incompréhensible. Ça reste incompréhensible. Un peu incompréhensible. Ouais, je me revois samedi en voiture avec la radio et entendant le Parti communiste vient de quitter la table des négociations et moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Et voilà, donc c'est assez incompréhensible. Et là, je veux encore croire, c'est l'optimisme de la volonté, que d'ici à demain matin, on est capable, avec nos alliés communistes, j'ai envie de dire presque de toujours, de trouver un accord. Sinon, c'est vrai que c'est assez incompréhensible. Et puis maintenant qu'il y a Europe Écologie Les Verts, je crois qu'on est en capacité vraiment de faire quelque chose de très grand, de très fort, et qui prend sa racine d'un mot, je veux dire ça, il y a fort longtemps. Parce que c'est pas sur un coin de table en réalité que ça se passe. C'est dans le pays depuis au moins le traité constitutionnel européen de 2005 qui a modifié les équilibres
politique à l'intérieur de la gauche et qui a remis en mouvement, d'une certaine manière, comme le disait la dame, cet état d'esprit un peu de lutte des classes, une contestation de ceux qui gouvernent, de cette technocratie qui gouverne contre le peuple. Et je crois qu'à partir de là, avec les collectifs antilibéraux, puis le Front de gauche, puis la France insoumise, les scores de Jean-Luc Mélenchon, 19% en 2017 et 22% aujourd'hui, avec les autres très très bas, ce qui change les équilibres à l'intérieur de la gauche, eh bien, je pense que c'est une construction nouvelle qui est en train d'émerger et qui prend sa source très loin, toute chose égale par ailleurs, mais qui en tout cas n'est pas née sur un coin de table là, mais qui a de la profondeur maintenant et qui d'une certaine manière se cristallise dans cette élection. Aujourd'hui, Mathieu. En tout cas, c'est vrai que plus la possibilité d'un accord de toutes les forces de gauche s'approche et plus vos adversaires politiques enragent. Et en particulier, par exemple, La République En Marche accuse Europe Écologie Les Verts et le PS de renier ses convictions en s'alliant à la France Insoumise et à Mélenchon. C'est pas les seuls. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça dit? De l'affolement quand même. Ça va très vite, je trouve. Je les trouve très, très nerveux, très affolés. Je vois des tweets dans tous les sens, rageurs. Même l'extrême droite a l'air affolée. J'ai vu Elisabeth Lévy qui rageait contre l'union de l'autre côté de l'échiquier politique. Jordan Bardella aussi qui a considéré que la gauche mais qui gardent tous leurs leçons pour eux. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Qui s'occupent d'eux-mêmes. Et si En Marche est en difficulté, qu'ils réfléchissent un peu à la violence sociale de la politique qu'ils ont soutenue, qu'ils ont menée, au mépris effroyable du président de la République, qu'ils réfléchissent un peu à ça, pour comprendre pourquoi, à un moment donné, aussi la percée qui est la nôtre, elle trouve un si grand écho dans la société française. C'est parce que la politique de casse sociale et de déni démocratique, les Français n'en peuvent plus, ils en ont marre aussi de ce duel Macron-Le Pen. Ça fait depuis 2002 qu'on nous joue un peu cette espèce d'assurance vie pour le pouvoir en place grâce à l'extrême droite. C'est un jeu très très malsain. Et là, il y a irruption d'un pôle social et écologique qui peut déjouer complètement cette espèce de ronron qui est désespérant et qui nous met dans le mur. Un mot sur la question européenne. C'est ça qui a bloqué dans une partie des discussions, enfin notamment, mais pendant ces 10 jours-là. La retraite, il y a eu des discussions sur la retraite aussi. Aussi, mais sur la question européenne, il y avait à la fois les positions internationales de Jean-Luc Mélenchon, notamment par rapport à l'Ukraine, donc liées à l'Europe, soit la question des traités européens. Alors l'accord qui a été signé à ce stade avec les écolos dit la France ne peut avoir pour politique ni la sortie de l'Union, ni sa désagrégation, ni la fin de la monnaie unique, mais il faudra être prêt à désobéir à certaines règles européennes, en particulier économiques et budgétaires. Alors économique et budgétaire, on entend bien que c'est pour préciser qu'on ne se mettra pas en contradiction avec le droit européen comme le font la Pologne et par exemple la Hongrie sur des questions de droit. Enfin voilà, on ne sortira pas de l'état de droit européen. Mais sur les questions économiques et budgétaires, c'est quoi concrètement? C'est l'austérité, la règle d'or, l'austérité budgétaire imposée et puis toutes les normes des traités de la concurrence libre et non faussée avec tout le lot de traités de libre-échange dont on ne veut plus. Alors avec les Verts qui, historiquement, ont combattu tous les CETA, JAFTA et je ne sais pas quoi, et il y en a à tire-larigot de ça. Ils se sont battus contre. Donc on a en fait trouvé un accord qui n'est pas un accord de surface, qui est en fait un accord concret, parce qu'au fond, il y avait de l'incompréhension peut-être sur les positions des uns et des autres. Donc nous, ce qu'on veut, c'est si on est au pouvoir demain, que l'Union européenne ne nous empêche pas de mener des politiques progressistes. C'est ça le sujet. Voilà. Et donc le terme de désobéissance, il vise à ça. L'Union européenne décide qu'il faut ouvrir à la concurrence ce que nous on veut transformer en pôle public. Prenons l'exemple de l'énergie. Eh bien nous on fait notre pôle public de l'énergie. Voilà. Et tant pis pour l'Union européenne. Et on ne sera pas les seuls. Vous savez, il y a plein d'autres pays qui désobéissent, c'est-à-dire qui n'appliquent pas. Si on n'aime pas le terme de désobéir, moi j'en fais pas un, mais désobéir, ça veut dire ne pas appliquer des règles qui nous sont imposées par l'Union européenne si on estime qu'elles ne sont pas justes et qu'elles ne correspondent pas aussi à la souveraineté populaire française, puisqu'il y a eu un suffrage et les électeurs se sont exprimés dans un sens. Voilà. Et après, il faut mener le rapport de force à l'échelon européen pour changer ces traités. Ça, c'est aussi très important. Ce qui est assez impressionnant aussi dans le moment politique, c'est qu'on est passé assez subitement de forces politiques qui, pendant la
présidentielle de 2022 poursuivait des stratégies solitaires, concurrentielles les unes envers les autres, à une logique d'union pour les législatives. Si ça remonte à si loin, comme vous dites, vous remontez au TCE de 2005, pourquoi ça arrive que maintenant en fait? Surtout que vous vous mettez d'accord sur un programme qui aurait pu être finalement une super plateforme de présidentielle pour une gauche unie au présidentiel. Ah, peut-être la prochaine. Mais je pense qu'il y a des moments où il faut des vérifications par les urnes. C'est-à-dire qu'on arrive aussi à ce programme parce que les Français ont tranché entre différentes orientations. Ils ont tranché. Ils avaient la possibilité de voter pour une gauche porteuse de rupture ou de voter pour une gauche porteuse d'accommodement. Voilà. Ils ont mis très nettement en tête la gauche de rupture que nous avons incarnée. Et donc forcément, ça change les équilibres à l'intérieur de la gauche. Et ça change la discussion. Et donc le programme à partir duquel nous avons discuté, c'est le programme de la France Insoumise et de l'Union Populaire. Et puis, chemin faisant, en discutant, on s'est rendu compte que les bases d'accord, en fait, elles étaient possibles. Mais il fallait cette vérification, il fallait que les Français tranchent dans les urnes. Alors ils l'avaient fait d'une certaine manière déjà en 2017, mais juste après le quinquennat Hollande, je pense que le dialogue était quand même très compliqué. Et il n'est pas si facile aujourd'hui, vous le voyez, dès que vous allez à la manif du 1er mai et vous discutez avec les gens, globalement, ça ne va pas de soi quand même, de discuter avec des socialistes, de discuter après la candidature Jeannot, après aussi les noms d'oiseaux qui ont circulé contre Mélenchon en particulier dans cette campagne. Ça a été quand même d'une violence inouïe, d'arriver à poser les rancœurs, rationaliser et dire maintenant, on est devant l'histoire, on est devant aussi une urgence sociale et écologique, c'est les deux, C'est l'histoire, mais c'est l'urgence d'abord, sociale et écologique, avec la possibilité de changer très très vite le quotidien de millions de Français qui sont en grande souffrance. Ça, c'est pas rien. Et ça donne cet esprit de responsabilité qui a été le nôtre. Il faut saluer, je dirais, l'intuition politique de Jean-Luc Mélenchon et en l'occurrence, son positionnement à l'issue de ce premier tour, non seulement pendant la campagne, parce qu'il a quand même fait une campagne très talentueuse, mais aussi à la sortie de cette campagne, cette capacité de main tendue et de dire « je ne partirai pas des rancœurs ». Je veux qu'on avance. Voilà. Et c'est pour ça qu'on en arrive à ce moment qui fait grand plaisir. Merci beaucoup Clémentine Autain. En 2 mots, c'est quoi vos motifs d'espoir, vous ? Mes motifs d'espoir. Voilà, là pour le coup, là tout de suite, c'est cette union. C'est cette union et cette possibilité, franchement, d'en finir avec cette alternative entre Macron-Le Pen, qui n'en est pas une, et de pouvoir ouvrir une nouvelle ère, en fait. Voilà, c'est très enthousiasmant. On a les raisons d'espérer dans ces temps compliqués. On va en parler avec nos invités. Merci beaucoup à toi, Mathieu Dejean. On accueille nos invités tout de suite. On y va. Et bonjour à tous les trois. Lorraine Lolo, vous avez 24 ans, vous êtes élue municipale à Fos, dans le Val d'Oise, cofondatrice de la Cité des Chances dont on va parler. Juliette Rousseau, bonsoir, vous êtes éditrice aux éditions du Commun. Vous êtes aussi autrice, notamment d'un livre qui s'appelle Lutter ensemble, publié aux éditions Combourakis, aussi traductrice d'un très beau livre qui s'appelle Joie militante. Et vous, Stéphane Ravaclé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes boulanger à Besançon et nous étions venus vous voir à Besançon en février dans votre boulangerie. On avait aussi rencontré Lai, votre ancien apprenti, pour qui vous aviez fait une grève de la faim en janvier 2021. Je peux que dire remercier mon patron pour tout ce qu'il a fait pour moi et tous ceux qui nous ont soutenus dans ce combat. Je ne m'attendais pas que ça allait se passer comme ça. Et tout ça, c'est touchant pour moi et je suis reconnaissant. À l'époque, vous nous aviez parlé de Patrons Solidaires, votre association qui défend les jeunes migrants en formation menacés d'expulsion. La problématique, elle continue encore et encore, malgré que ces jeunes veulent travailler, sont insérés dans notre société. Et en fait, comme les préfectures sont fermées, puisque maintenant tout est digital, on ne peut même pas avoir un rendez-vous véritablement pour vraiment dire « Monsieur, j'ai personne d'autre qui attend devant la porte, pourquoi pas lui ?» Et pour Lai, ça s'est plutôt bien terminé, mais pour d'autres, ça ne s'est pas forcément bien terminé. Stéphane Ravaclé. C'est certain. Vous avez aussi travaillé d'ailleurs ensuite sur une proposition de loi pour défendre les exilés, qui sont dans le cas de Lai. Cette loi, elle n'a pas été votée au Parlement. Et aujourd'hui, vous êtes vous-même candidat, on va y revenir, aux élections législatives dans le Doubs. Un mot à tous les trois pour commencer sur cette union de la gauche dont vient de nous parler Clémentine Autain, qui semble s'annoncer, y compris jusqu'au PS. Est-ce que ça vous réjouit ou est-ce que ça vous méfiez, Lorraine ?
Non, franchement, moi, ça me réjouit. J'ai appris la nouvelle dans la nuit. J'étais scotchée à mon téléphone pour voir ce qu'il en était. Donc non, franchement, moi, je suis plutôt optimiste. Après, je serais exigeante que ce soit sur la campagne et l'après, en espérant que on espère une majorité, voire plus même, pourquoi pas. Oui. En tout cas, c'est d'abord un sentiment de fierté, parce qu'on nous reprochait pas mal à gauche de ne pas réussir à s'unir. Oui, effectivement, il y a toujours de l'exigence derrière. Ok, oui, peut-être une petite déception personnelle, parce que vous étiez vous-même positionné sur une circonscription qui, du coup, n'est plus... qui aura une autre... elle est dans l'accord entre les écologistes et la France Insoumise. Et oui. Vous êtes écologiste, vous Oui, en fait, moi, je ne suis pas dans le parti. En fait, j'étais en tant que candidate citoyenne, comme on dit, donc par le pôle écolo. Mais oui, après, ma candidature n'a pas été dans l'accord. Mais voilà, je me dis que c'est pour l'union, donc voilà, je ne vais pas faire passer le personnel avant le collectif, même si j'avais évidemment des choses à porter. Je les porterai quand même dans la campagne. Je continuerai mes combats avec Cité des Chances et d'autres collectifs que je soutiens, comme Quartier Général d'ailleurs. Donc voilà, ce n'est que partie remise. Stéphane Ravaclé, cette union, alors est-ce que vous allez être le candidat de la grande nouvelle Union populaire écologiste ? Moi, je l'appelle de mes voeux depuis le début que je me suis lancé, et même avant. Donc évidemment que ça me réjouit. Ce qui me réjouit un peu moins, c'est tout ce battage un peu malheureux je trouve, d'une ancienne politique. Ah bon et voilà, la problématique. Moi, je voudrais en fait changer la politique, c'est-à-dire que je voudrais que des jeunes filles comme cette demoiselle, réussissent à rentrer en politique. Je voudrais que d'autres réussissent aussi et qu'on leur laisse la place. Et c'est pas avec un langage politique vieux de 50 ans Et moi, j'aimerais vraiment qu'on change tout, les visages, le langage. Voilà. Et ce qui se passe là. C'est-à-dire les discussions sur dans cette circonscription qui va avoir le poste, qui va être suppléant, etc. Les égos, j'aimerais vraiment qu'on aplatisse tout ça et qu'on réunisse en fait toutes les bonnes âmes, les bonnes volontés pour faire quelque chose de plus propre. Voilà. Juliette Rousseau. Je partage en grande partie ce qui vient d'être dit. Je pense que clairement, il y a une première étape que sont les législatives. Donc, il va falloir faire campagne. Il va falloir faire campagne dans différents endroits sur un terrain dans lequel c'est compliqué parce que les partis politiques ne sont pas là. Ils ont peu de militants. Et puis ensuite, en fonction du résultat, on verra ce qui se passe. Mais il va aussi falloir... je pense que Clémentine Autain le disait, elle disait que quand bien même on arriverait à un gouvernement Mélenchon, il faudrait que la société civile soit derrière. Moi, je pense qu'il va falloir un mouvement social fort, pas forcément pour être derrière un gouvernement de gauche, mais plutôt pour lui rappeler ses engagements, parce qu'à mon avis, quand bien même on fait campagne aujourd'hui, c'est pas une façon de donner carte blanche. En tout cas, de mon point de vue, c'est pas une façon de donner carte blanche. Totalement. Vous vivez en Loire-Atlantique et sur place, je crois que vous vivez à un endroit où il y a beaucoup de votes pour le Rassemblement national, d'abstention aussi d'ailleurs, et vous vous êtes dit là, il faut faire quelque chose. Ouais, en fait, moi, je viens d'un territoire rural très abandonné, dans lequel le mouvement des Gilets jaunes a été assez important, avec la répression qu'il a connue et ce qui s'en est suivi. Il y a une grosse amertume, un gros sentiment d'humiliation, mais qui est tout à fait justifié, parce qu'on parle d'un territoire comme plein de territoires ruraux où les services publics disparaissent, où concrètement, il n'y a aucun parti qui est présent. Il n'y a pas de militants. Le RN n'est pas présent non plus. Il n'a même pas besoin, en fait, d'aller sur le terrain. Il n'y a pas les partis de gauche non plus. Il n'y a pas de parti de gauche non plus. Il n'y a personne, en fait. Et bon... Je pense que, il y a clairement une grosse défiance vis-à-vis des propositions politiques. Il y a une espèce d'impression que droite, gauche, tout ça c'est pareil. Finalement, on n'existe pas à la fin pour ces gens-là. Et donc moi, je pense qu'il y a effectivement un travail de terrain à faire pour déjà, je pense, resignifier qu'il y a un clivage entre la droite et la gauche et resignifier rediaboliser le RN notamment. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être au-delà des propositions programmatiques, il y a une attention à avoir sur le fait que quand la gauche ne tient pas ses engagements, c'est terrible ce qui s'ensuit derrière. Et je pense que notamment aujourd'hui, on paye encore les conséquences du quinquennat Hollande, très très lourdement, parce que les gens sont déçus et que ils y croient plus en fait, tout simplement.
Le site Politico a publié lundi soir un document de 98 pages d'un projet de la Cour suprême encore en discussion visant à supprimer le droit à l'avortement protégé par la Constitution américaine depuis 1973, rendant ainsi la décision de légaliser ou non l'avortement à chaque État. Vent de panique immédiat à Washington, anti- et pro-IVG se sont retrouvés pour manifester devant la Cour suprême, plus haute juridiction américaine. Ambiance. Et voilà ce qu'on peut lire dans ce projet de décision rédigé par le juge conservateur Samuel Alito qui remet en cause l'arrêt Roe versus Wade de 1973. Roe était erroné de façon flagrante depuis l'origine, son raisonnement était incroyablement faible et la décision a eu des conséquences très dommageables. Ces 98 pages remettent donc en cause l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution et se concluent par « Nous estimons donc que la Constitution n'interdit pas aux citoyens de chaque État de réglementer ou d'interdire l'avortement. Roe et Casey se sont arrogés cette autorité. Nous annulons maintenant ces décisions et rendons cette autorité au peuple et à ses représentants élus. » Alors, la décision définitive sur ce projet devrait être rendue début juillet, mais il faut rappeler que sur les 9 juges de la Cour suprême, 6 sont des conservateurs, dont le président, et 3 seulement sont des libéraux. La Cour suprême qui a publié un communiqué dans l'après-midi en disant que le document était authentique, mais en rappelant que ce n'était pas la décision finale. Avec moi pour en discuter, Marie-Cécile Nave, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue et politiste, spécialiste des États-Unis, et votre dernier livre paru en 2020 chez Kahneman Levy s'intitule « La démocratie féministe, réinventer le pouvoir ». Une première question peut-être, quelle a été votre réaction en apprenant la teneur du document publié par Politico ? Alors, on n'est pas tellement surpris par le fond, on est un peu surpris par la forme, parce que, comme vous l'avez montré, les termes sont extrêmement durs pour parler de l'arrêt Roe versus Wade de 1973, en disant que c'est finalement un jugement qui avait été infondé, limite infondé en droit. Mais sur le fond, on n'est pas tellement surpris puisque en acceptant d'examiner une décision dans le Mississippi et puis en refusant d'aller contre la décision du Texas d'interdire l'avortement après 6 semaines dont on avait beaucoup parlé dans les médias, on savait déjà que la Cour suprême probablement allait aller vers une restriction beaucoup plus forte de l'accès à l'avortement. Alors la Cour suprême, donc, qui s'apprête à prendre sa décision, a été largement remaniée sous Donald Trump. Lui-même avait fait campagne en 2016 en promettant monts et merveilles à la branche la plus conservatrice, en gros, des électeurs américains. Est-ce que cet arrêt, on peut dire que c'est un effet de Trump par rebours ? Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a un effet Trump dans le sens où, en un seul mandat, il a eu la possibilité et la chance pour la partie ultra-conservatrice de l'Amérique de nommer 3 juges, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc, évidemment, ça joue cette composition sur les arrêts qui sont pris aujourd'hui et qui seront pris demain, parce que ce sont des personnalités ultra-conservatrice et même à certains égards d'extrême droite, mais il faut quand même tenir compte du fait que c'est le résultat aussi d'un processus plus long qui résulte d'un militantisme anti-avortement extrêmement influent, extrêmement puissant depuis les années 80, avec des activités de lobbying auprès des élus, de collecte de fonds, de conviction d'une partie de la population aussi, qui explique cette situation. Et puis on ne peut pas exclure non plus une sorte de backlash d'après MeToo, qui a galvanisé les opposants aux droits des femmes et les antiféministes. Donc ça rajoute une couche à déjà ce processus qu'il faut quand même inscrire dans la longue durée. Mais c'est ça, en fait, on ne peut pas dire que c'est juste un backlash MeToo. Enfin, je voyais sur les réseaux sociaux certains qui disaient ça et d'autres qui s'y opposaient en disant mais en fait non, c'est un mouvement de fond beaucoup plus étendu. Oui, tout à fait. Si on suit bien ce projet d'arrêt, il semble carrément mettre en cause toute décision qui s'appuierait sur le droit à la vie privée. Or, cette même notion est utilisée aussi aux États-Unis, par exemple, pour éviter que les États s'opposent au mariage homosexuel et voire même au mariage interraciaux. Ou bien même au droit à la pilule abortive, ou même à la pilule tout court, pardon. Est-ce qu'on peut imaginer que dans certains États du Sud et du Centre, c'est-à-dire les plus conservateurs, et qui représentent presque la moitié des États américains, on revienne à une sorte de droit des années 50, quoi? C'est la crainte de beaucoup d'associations de défense des droits civiques et de défense des droits des personnes de même sexe. On peut effectivement
être assez inquiet sur ces sujets-là, puisque le texte qui a fuité remet en cause le droit à la vie privée, et notamment le 14e amendement de la Constitution, qui effectivement fonde un certain nombre de décisions qui ont été prises, y compris très récentes, autorisant le mariage entre personnes de même sexe. Il faut voir, et ça aussi ça a été quand même assez relayé par les médias français, qu'il y a une espèce d'obsession de la droite et de l'extrême droite américaine sur ces sujets identitaires, sur ces sujets d'égalité entre les femmes et les hommes, entre les personnes, quelle que soit leur sexualité, et puis la question de la lutte contre le racisme. Et il y a vraiment une obsession identitaire aux États-Unis qui est très clairement du côté de l'extrême droite et de la droite américaine, et donc on peut craindre effectivement que, poussé aussi par un militantisme de terrain et par des élus dans un certain nombre d'États fédérés conservateurs, la Cour suprême soit tentée d'aller vers la restriction des libertés, d'aller vers des décisions liberticides. Ouais. On parlait des États du Sud, mais justement dans ces États, il y a une sorte d'entrisme de la branche la plus extrême des conservateurs, y compris même dans les conseils d'école, par exemple, qui commencent à interdire des livres et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de fond réellement aux États-Unis. Est-ce qu'on peut craindre à terme qu'il y ait une sorte de division des États-Unis en deux parties, comme on a connu ça à l'époque, quoi? C'est le cas déjà, et on voit que là, on a deux types d'États. Vraiment, il y a deux nations sur la question de l'accès à l'avortement, et plus globalement sur la question des droits à disposer de son corps, d'avoir la sexualité qu'on a choisie, etc. Donc on voit que la nation, elle est vraiment divisée en deux. Ça nous rappelle des heures sombres de l'Amérique dans les représentations collectives. Ça rappelle les périodes avant la guerre de sécession. Bien sûr, on a ça en tête. Et ça nous interroge aussi sur ce qu'est devenu le Parti républicain. C'est plus du tout le Parti républicain d'Abraham Lincoln, ou même de Nixon à la limite, puisque c'est Roe versus Wade, c'est le début des années 70. Le Parti républicain s'est très fortement droitisé depuis les années 90. Évidemment, ça s'est amplifié de manière très flagrante et ostentatoire et parfaitement assumé, voire théâtralisé sous la présidence Trump. Mais c'est un processus de plus long terme. Maintenant, c'est un parti qui est très largement d'extrême droite. Ouais. Ce que vous dites, c'est que Trump n'est pas du tout un accident dans l'histoire du Parti républicain, en fait. C'est plutôt une sorte d'apogée, un peu. Oui, on peut dire ça. Et puis le Trumpisme après Trump continue, puisque tout le mythe, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais enfin quand même un petit peu, c'est le mythe de l'élection volée, d'un complot démocrate contre les intérêts de l'Amérique. Ça perdure. Et puis les obsessions anti-woke aussi sont très présentes aux États-Unis. Et en fait, c'est l'opposition à l'émancipation, tout simplement. On est à quelques mois des élections de mi-mandat. On a vu que Joe Biden a publié un communiqué dans lequel, en gros, il dit attention à bien voter à ces élections de mi-mandat pour justement essayer de contrer ce vent conservateur. Est-ce que ça peut avoir une influence? Est-ce que les conservateurs ont des cartes en main pour lutter contre ça? Alors effectivement, les élections de mi-mandat ont lieu en novembre prochain. Donc il y a un tiers du Sénat et l'intégralité de la Chambre des représentants qui sont renouvelés, mais aussi il y a tout un tas d'élections locales, donc des congrès locaux et gouverneurs, etc. Et puis les lois autorisant ou interdisant l'avortement sont vraiment votées et sans doute avec cet arrêt qui, s'il se confirme de la Cour suprême, au niveau local. Donc il y a deux Amériques, des congrès qui, d'ailleurs, renforcent l'accès à l'avortement et qui ont dit d'ailleurs ces dernières heures qu'ils allaient encore le renforcer. Et donc il y a un enjeu politique très fort qui risque de galvaniser chacun des deux bords. Les républicains qui se sentent pousser des ailes, on peut dire, mais aussi les démocrates qui pourraient mettre en place des campagnes encore plus vives d'incitation au vote pour défendre les libertés, sachant que les élections de mi-mandat sont généralement défavorables au président qui est en place. Et là, d'ailleurs, les démocrates étaient assez pessimistes sur l'issue de ces élections. Et par ailleurs, Biden, il est dans un moment très bipartisan aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a derrière lui quand même le soutien des républicains dans le combat qu'il mène aux côtés de l'Ukraine. Et ce que fait la Cour suprême, cette communication qui fuite, et aussi peut-être la récupération qu'il va y avoir de la part des ultra-conservateurs, ça permet de récupérer le storytelling de la polarisation de l'Amérique et de contrer le message unificateur. De recliver, quoi. De recliver l'Amérique qui est dans un moment
quand même fragile, mais quand même un peu d'unité avec l'action de la guerre en Ukraine. Et je voulais juste ajouter quand même que oui, c'est clivé entre le Parti démocrate et le Parti républicain sur ces questions de mœurs et d'avortement, etc., mais beaucoup moins dans la population. La population américaine, elle est aux 2/3 favorable au droit à l'avortement. Elle est beaucoup plus moderne sur ces sujets-là qu'il y a 10 ou 15 ans, notamment parce que dans les jeunes générations, y compris à droite, alors que c'est vraiment des sujets de polarisation extrêmement forts entre le Parti démocrate et le Parti républicain. Donc il y a vraiment un décalage entre les oppositions dans les partis et puis dans la population. Eh bien, merci beaucoup Marie-Cécile Nave. Rappelons enfin que dans le monde, une femme meurt toutes les 8 minutes d'un avortement clandestin selon l'OMS. La suite. Mes invités s'installent et on va parler du capitalisme le plus sauvage, le plus inhumain, le capitalisme le plus capitaliste. En somme, dans un documentaire édifiant diffusé sur Arte qui s'appelle Médicaments, les profits de la pénurie, les journalistes Xavier Deleu et Rosanne Le Saint montrent l'intense lobbying mené par les laboratoires pharmaceutiques auprès des gouvernements et des autorités sanitaires pour conforter leurs marges. Ils pointent aussi les délocalisations de leurs usines dans des pays à bas coût de production comme l'Inde et les conséquences environnementales qui en découlent. L'économie du médicament est bien souvent une question de survie pour les patients et leurs familles, mais c'est avant tout une question de profit pour ceux qui la contrôlent. Avec moi sur ce plateau, Rosanne Le Saint, salut. Bonsoir. Tu es journaliste indépendante et co-autrice de ce documentaire et les lecteurs de Mediapart te connaissent bien car tu publies régulièrement chez nous. Yann Mazin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller technique produits et technologies de la santé pour l'association France Asso Santé, c'est bien ça? Tout à fait. Donc une union qui représente 85 associations d'usagers du système de santé. À tous les deux, peut-être pour commencer, un seul pour qualifier l'économie du médicament. Yann Mazin, pardon. Oui, bonsoir. L'économie du médicament, je pense que c'est particulièrement, on va dire, c'est assez difficile à définir. Ce que je veux dire, moi, pour les associations de malades et les malades que je représente aujourd'hui, c'est qu'en fait, que ce soit sur le sujet des pénuries ou sur le sujet des prix, les malades et leurs familles sont pris en otage. Donc c'est assez difficile d'avoir une vision lucide sur ce qui se passe quand on est dans ce type de situation. Et c'est bien pour ça que dans un cadre collectif, on essaie, et je pense qu'on y arrive collectivement, à réfléchir avec plus de profondeur pour être un peu au-dessus de la pression sociale qu'il peut y avoir, très légitime pour des personnes qui sont en attente de traitement et qui ne les ont pas à cause effectivement de ce système. Donc nous on essaie d'avoir cette réflexion collective qui est très compliquée pour des personnes qui sont en attente de traitement et qui ne les ont pas pour des raisons soit de pénurie, soit de prix. Rosanne, Mon mot, ce serait déséquilibré, parce qu'effectivement, le système de fixation des prix des médicaments influe beaucoup sur le fait que les médicaments soient disponibles ou pas sur le marché. Ce sont les médicaments les moins rentables qui sont toujours manquants, de par le système de brevet, donc qui est censé récompenser l'effort de recherche qui est réalisé par les entreprises pharmaceutiques et qui lui confère un monopole pendant 20 ans. Ça fait que les prix sont très élevés pendant cette période-là. Et puis une fois que le brevet tombe dans le domaine public, les prix chutent drastiquement. Et c'est là que les produits se raréfient et que parfois les industriels décident d'arrêter de produire ces médicaments qui sont moins rentables. Alors on va rentrer dans le fond du sujet, mais je précise que nous avons proposé au LEM, le lobby des entreprises du médicament, de venir débattre avec vous sur ce plateau. Il nous a été répondu dans une formule lapidaire que ce n'était pas possible, tout simplement. Rosanne, ton enquête part d'un constat. Ici en France, certains médicaments manquent cruellement, et particulièrement dans les hôpitaux. On regarde tout de suite un extrait. Si je prends un listing des molécules, donc aujourd'hui on est en rupture sur des médicaments tout à fait classiques, des anti-inflammatoires injectables, donc l'aspégique 500 mg. On va être en rupture sur des médicaments anticoagulants, des héparines. On va être en rupture sur des médicaments anti-infectieux, de la ciprofloxacine. On va être en rupture sur des médicaments anticancéreux, le méthotrexate. Tous les laboratoires sont concernés par les ruptures. J'ai le laboratoire Sanofi, le laboratoire Octa Pharma, le laboratoire Pfizer, le laboratoire Mylan, le laboratoire Fischer, le laboratoire Léo Pharma, le laboratoire Sandoz. On est vraiment la plupart du temps mis devant le fait accompli.
Alors, je précise aussi que le LEM, donc le lobby des entreprises du médicament, a publié un communiqué à la suite de ce documentaire, et dans lequel il écrit, je cite, « Les entreprises du médicament n'auraient aucun intérêt à provoquer des pénuries, et les pénuries en elles-mêmes ne génèrent aucun profit. » Alors, comment on les explique ces pénuries, Rosanne ? En fait, comme j'expliquais, ce sont souvent les médicaments qui sont les moins rentables qui sont plus disponibles. Donc ça arrive souvent sur les anticancéreux, les antiparkinsoniens, des antiépileptiques, des médicaments qui ont fait leurs preuves depuis longtemps, qui sont vitaux, mais qui sont donc tombés dans le domaine public et donc les profits sont moins importants sur ces médicaments-là. Donc en fait, c'est ce système d'économie du médicament déséquilibré qui les provoque, quoi. Yann Mazin. Oui, pour compléter sur ce point, les médicaments dits innovants, je vais préciser là-dessus parce qu'il y a tout un débat sur la question de l'innovation, ces médicaments-là, en tout cas, sont chers. Et ils ne sont jamais en rupture. Donc il faut vraiment être très, très lucide par rapport à ça. Et pour compléter par rapport au passage sur l'hôpital, je vais insister sur ce point, c'est qu'en fait, les pénuries sont nombreuses, de plus en plus nombreuses. Nous avons une étude récente qui montre que désormais un tiers des personnes concernées, enfin interrogées, donc c'est un sondage BVA, un tiers des personnes concernées, interrogées, s'estiment concernées par le sujet. Par contre, il faut savoir que le sujet, les pénuries, ça concerne beaucoup l'hôpital, surtout l'hôpital, c'est beaucoup plus grave à l'hôpital. Par contre, à l'hôpital, on sait difficilement ce qui se passe. On y arrive maintenant parce que des professionnels, notamment, portent le sujet, s'expriment. On y arrive aussi parce que des associations ont commencé à travailler sur le sujet, je pense notamment à la Ligue contre le cancer. Mais l'hôpital, c'est beaucoup plus compliqué de savoir exactement ce qui se passe et les conséquences sont encore plus dramatiques que le manque de médicaments en pharmacie de ville. Des chaleurs d'enfer, c'est bien le terme, se sont abattues ces dernières semaines en Inde et au Pakistan. New Delhi en Inde a vécu 7 jours consécutifs à plus de 40 degrés, des températures extrêmes qui ont notamment occasionné de vastes incendies, des coupures d'électricité et ont pesé sur les récoltes à venir. Vendredi dernier, à Jacobabad, au Pakistan, la température a battu son record à 47 degrés. Selon le GIEC, l'Inde devrait compter parmi les pays les plus affectés par les impacts du changement climatique. En France, 11 départements font d'ores et déjà l'objet de mesures de restriction d'eau. Une trentaine d'autres pourraient bientôt être concernées. Yamina Saeb, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur, économiste et docteur en énergétique et autrice principale au GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et Cyril Dion, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, réalisateur, poète et militant écologiste. D'abord, peut-être à chacun un mot qui vous vient quand on vous parle de climat. Yamina Saeb. Je dirais urgence. Cyril Dion. Comme je ne vais pas dire urgence non plus, je vais dire déni. Alors, le 4 avril dernier a été publié le 3e volet du 6e rapport du GIEC. Oh-Sung Lee, le président du GIEC, s'est montré optimiste. Il a dit « Nous sommes à la croisée des chemins. Les décisions que nous prenons maintenant peuvent garantir un avenir vivable. » Alors, c'est un optimisme mesuré, car il implique qu'il faut agir maintenant, vite, d'ici à 2025 et en tout cas avant 2030. Ça, c'était le 4 avril, donc on était en pleine campagne présidentielle, une campagne dont la crise climatique a été la grande absente. Et puis on s'est retrouvé le 24 avril avec une écologie totalement absente du scrutin. Le second tour a opposé 2 personnes qui ne l'ont jamais considéré pour bâtir un programme politique. Alors on avait d'un côté la volonté de Marine Le Pen de démanteler les éoliennes et de l'autre l'obsession plus ou moins productiviste, on va dire, d'Emmanuel Macron dans la plupart des domaines. Yamina Saeb, est-ce que ça vous a mis un peu en colère de voir le climat aussi maltraité par la campagne ? Alors, en tant que citoyenne, je vais répondre. C'est un peu incompréhensible d'avoir une campagne présidentielle pour les 5 prochaines années où le sujet de l'humanité, parce que la question climatique, c'est le sujet de la vie sur Terre, n'est pas abordé. Et donc, du coup, on a eu une campagne franco-française sur des sujets franco-français, comme si que la France était une île quelque part sur une autre planète. C'était plutôt l'impression que moi, ça m'avait donné, d'autant plus que ça s'était produit au moment de la sortie du rapport du GIEC. C'est un peu dommage parce que quand on pense, par exemple, que quelque temps auparavant, il y avait eu la Convention citoyenne, en fait, les citoyens se sont emparés du sujet au point où ils peuvent faire des propositions intéressantes que certains même considèrent comme radicales, mais en fait,
fait, ce sont des propositions que l'on retrouve dans la science. Et d'un autre côté, les politiques ne s'emparent pas du sujet. Donc, en fait, ils ne sont pas du tout en phase avec les citoyens qu'ils veulent gouverner après. Oui, parce qu'au même moment, il y a eu même des mobilisations dans la rue, des marches pour le climat, des marches des jeunes. Cyril Dion, vous en avez pensé quoi, vous, de la campagne présidentielle ? Il y aurait tellement de choses à dire, mais quand je parlais de déni tout à l'heure, il y a quelques années, je ne sais plus si c'était il y a 2 ou 3 ans, un philosophe australien qui s'appelle Clive Hamilton, dans Le Monde, avait donné un entretien à Audrey Garrick en lui disant je pense qu'on est tous un peu climato-sceptiques, au sens où on est tous dans une forme de déni de ce qui est en train de se passer, parce que la charge émotionnelle qui va avec cette nouvelle est tellement puissante qu'on préfère le mettre de côté. Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y a énormément de responsables politiques qui n'y connaissent toujours rien, à part 2 candidats. Enfin, en gros, il y avait Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon qui, dans les comparateurs de programmes, étaient classés en haut, et donc il y avait des programmes qui étaient relativement solides par rapport à l'urgence climatique. Mais sinon, ce qui est très frappant dans les médias, c'est qu'on voit que ça soit Emmanuel Macron, que ça soit Marine Le Pen, que ce soit Éric Zemmour, ils n'y connaissent rien. Donc ils n'ont pas envie de s'aventurer sur ces sujets-là. Ils n'ont pas non plus envie de prendre des engagements sur le terrain écologique, parce que la plupart du temps, ce sont des engagements qui ne sont pas très payants d'un point de vue électoral. Et malheureusement, il y a beaucoup de journalistes qui n'y connaissent rien non plus, et donc qui ne sont pas capables de les relancer. Ils ne sont pas capables, par exemple, quand Marine Le Pen dit je vais résoudre le problème en faisant du nucléaire, ou c'est ce que disait Éric Zemmour, de dire on peut considérer que le nucléaire peut être dans un mix énergétique, mais de toute façon là, entre maintenant et 2030, vous n'allez pas construire X réacteurs nucléaires qui vont permettre de résoudre le problème de la transition énergétique. Ça n'est pas possible. Donc ça ne peut pas être une réponse. Donc, quelle peut être votre réponse face à une urgence qui, comme vous le disiez, est une urgence vitale ? Et ça, c'est quand même très très préoccupant de se dire qu'on est face à un problème extraordinairement grave, peut-être le plus grand défi que l'humanité ait jamais dû affronter, et que un certain nombre de journalistes et un certain nombre de responsables politiques continuent à ne pas s'intéresser suffisamment à la question pour pouvoir être solides à la fois dans les propositions qu'ils font et dans les débats qu'il y a dans la campagne présidentielle. Yamina Saeb, justement, en tant que scientifique, le GIEC produit des rapports. Le dernier, donc c'était en avril. Il y a même un résumé pour les décideurs, donc un truc un peu plus abordable, on va dire. Est-ce que parfois ça vous étonne justement d'avoir l'impression de ne pas être lu, enfin que ces rapports, ils arrivent, mais finalement ils ne sont pas lus par ceux à qui ils sont destinés? Non, ça m'étonne de moins en moins, parce que je travaille. Voilà, j'ai l'habitude. Moi, je travaille plutôt. Je suis pas une académique. Je travaille pas à l'université. Je travaille. Je fais le pont entre la recherche scientifique et les politiques. Et la chose la plus étonnante que j'ai pu apprendre durant les 15 dernières années, c'est que si vous voulez que votre message passe, il faudra le résumer en une phrase. Ou même un mot parfois, ou 2 mots. C'est pas possible. Donc en fait, c'est le rythme qui n'est pas bon, et il n'y a pas suffisamment d'intermédiaires ou de ponts pour qu'ils lisent. Et puis je pense aussi qu'ils ne ressentent pas l'obligation d'apprendre. Parce que quand vous disiez « ils s'y connaissent pas », que ce soit les politiques ou les journalistes, par exemple le débat de l'entre-deux tours, c'était quand même effarant de voir que les journalistes, ils auraient pu rebondir à plusieurs reprises sur la question climat. Niet. C'était les 2 candidats qui avaient pris le dessus. Et donc c'était plus un débat animé par des journalistes, c'était 2 candidats qui débattaient entre eux, qui se parlaient, quoi. Et ça revient tout le temps, parce que justement, d'abord c'est une question complexe, très complexe. Ça touche à nos modes de vie, ça touche à ce que nous sommes, comment est-ce qu'on se projette, et ça remet en question nos modes de vie, surtout quand on est en Occident. Les gens n'ont pas envie de tout ça. Et un politique, il ne va pas se faire élire sur un programme de remise en question de son mode de vie. Ça aussi, c'est une réalité, en fait. Et le temps de l'action climatique, c'est un temps, il faut agir vite, maintenant et bien, mais il faut mettre en place aujourd'hui les bases pour un résultat qui arrivera plus tard. Et l'action politique, c'est dans 5 ans. C'est même pas dans 5 ans. Là, à peine on était sorti de l'élection présidentielle, les gens ont commencé, et je pense le soir du résultat, les gens se sont déjà lancés dans les législatives. Donc vous voyez, il n'y a pas de temps. C'est ça qui ne va pas. Et je pense que c'est important de trouver le moyen pour les politiques de faire une pause, et les médias doivent intervenir là-dedans, de rappeler
qu'en fait, il y a quelque chose de très important, l'un des défis, les plus grands défis auxquels l'humanité aura fait face jusqu'à présent. Et pour ça, vous avez besoin de vous poser et de sortir du temps de la campagne, de l'élection, de la concurrence entre candidats, etc. et de mettre en place les bases nécessaires pour ce futur-là. Si je compare, par exemple, il y a une chose dont on s'était rendu compte avec la crise du Covid, les gouvernements ont agi. Mais dans le cas du climat, ils n'agissent pas. Et on nous pose souvent la question pourquoi ? Parce que dans le cas du Covid, ils ont vu ça tout de suite. Dans le cas du climat, on voit ça sur un temps plus long. Bon, maintenant, il y a autrefois, au début, les effets climatiques, on les voyait ailleurs. Donc du coup, quand ça se passe en Afrique, vous savez, c'est l'Afrique. Quand ça se passe au Bangladesh, c'est pas chez nous. Ces pays-là, de toute façon, ils sont pas organisés pour. Maintenant, ça se passe chez nous. Ça s'est passé en Belgique, en Allemagne, etc. Et normalement, maintenant que ça se passe chez nous, que ça devient de plus en plus proche, ça devrait prendre en principe, mais à condition aussi que les médias jouent le rôle. Après, il faudra reconnaître que du côté du scientifique, dont vous avez gentiment fait référence à un rapport plus abordable, le résumé pour décideurs, il faudra quand même, du côté des scientifiques, qu'on accepte la critique, qu'on n'est pas bon communicant non plus. Donc du coup, moi j'ai fait une expérience, j'ai imposé à mes étudiants de Sciences Po de lire les 3 résumés pour décideurs, et à la fin je leur ai proposé, je leur ai dit comme exercice d'évaluation, vous me dites ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez compris, ouais. Voilà. Et sans exception, j'avais 18 brillants étudiants, sans exception. La communication, lire le résumé pour décideurs. Alors, non seulement ils étaient obligés de le lire parce que j'allais les noter là-dessus, mais en plus j'étais là pour les aider à le comprendre, et ce n'était pas évident. Alors vous imaginez pour un politique, et d'ailleurs mes étudiants proposent de faire un intermédiaire à partir du résumé pour décideurs, un intermédiaire de 2 pages qui est clair avec des messages clairs. Et mes étudiants nous ont fait plein de propositions que j'espère qu'on arrivera à faire prendre en compte par les scientifiques. Mais vous-même, par exemple, est-ce que vous avez évolué dans votre volonté de communiquer plus largement Ah oui, beaucoup. J'ai complètement changé en fait. Moi, je viens plutôt je suis une scientifique quantitative, donc moi je comprends plus les équations mathématiques. Et les équations mathématiques, c'est abstrait. On peut pas, c'est pas possible de communiquer avec des équations mathématiques, sauf avec des gens qui connaissent les mêmes équations. Donc du coup, j'ai beaucoup évolué. J'ai eu la chance de travailler pour des organisations internationales où justement on ne fait pas de la recherche pure comme les académiques, comme les universitaires. Donc on fait plutôt le pont entre la recherche scientifique, entre la science et les décideurs politiques. Et du coup là, on forme les gens à écrire différemment. Et on écrit différemment. Et maintenant que je retourne un petit peu à l'académique, donc maintenant j'ai été obligée de réapprendre à réécrire comme quelqu'un qui vient de l'université. Et là, je vois, c'est pas du tout la même chose. Hein, c'est un vrai défi pour nous aussi. Donc il y a en fait des 2 côtés, il faut évoluer des 2 côtés. Il faudrait qu'on reconnaisse nos lacunes des 2 côtés. Donc moi, je prends ma part de responsabilité. J'espère que mes collègues aussi. Enfin, j'en connais beaucoup qui prennent leur part de responsabilité dans le fait qu'on communique pas à un politique comme on communique à un scientifique. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on communique le résumé pour décideurs. J'ai même un étudiant qui m'a écrit, il a commencé par dire résumé pour décideurs, il a barré décideurs, il a mis résumé, et il faudra en fait faire un résumé, parce que le résumé pour décideurs n'est pas un résumé pour décideurs en fait. Cyril Dion, ça fait plusieurs années maintenant que vous avez pris votre bâton de pèlerin pour alerter sur l'urgence à agir. Que 15 ans, mon cette urgence, elle est de plus en plus urgente, évidemment. Comment on fait aussi en même temps pour pas faire trop peur aux gens, c'est-à-dire pour pas les paralyser et qu'ils se disent non mais 3 ans c'est impossible, on n'y arrivera pas et donc c'est trop tard quoi. Comment on garde cette ligne de crête? C'est une partie de mon travail au quotidien. C'est-à-dire que ce que vous disiez sur le fait que les rapports scientifiques sont pas lus et qu'ils parviennent pas jusqu'aux gens. Je sais que quand on a fait le film Demain avec Mélanie Laurent, en fait on est parti d'une étude qu'on avait lue dans Nature en 2012 que personne n'a lu qui s'appelle Approaching a State Shift of the Biosphere, je crois, qui parlait justement des points de bascule, des possibilités d'effondrement. On est parti de cette étude-là. Et on a décidé d'en faire un film où, au lieu de faire un film sur l'effondrement, on a fait un film sur un autre récit possible pour l'humanité. En disant, tiens, à quoi ressemblerait un monde dans lequel on aurait stabilisé le climat, dans lequel on serait dans une organisation soutenable pour le reste de la biodiversité? Comment on vivrait?
comment on mangerait, comment on se déplacerait, où est-ce qu'on habiterait, comment fonctionnerait notre économie, comment on créerait la monnaie, quel genre de système éducatif on aurait besoin d'avoir, quel genre de système démocratique. Et pour moi, c'est ce que un certain nombre de scientifiques, certes, mais aussi un certain nombre de responsables politiques n'arrivent pas à faire. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à construire un récit qui est enthousiasmant. Si vous dites aux gens, voilà, ça fait 50 ans qu'on vous fait une promesse qui est que vous allez participer à une société de consommation où vous serez un élément productif, c'est-à-dire qu'il faudra que vous alliez à l'école pour apprendre un métier, pour aller travailler, pour faire marcher la croissance, mais en échange, vous allez gagner de l'argent. Et avec cet argent, vous allez pouvoir consommer. Et ça, d'une certaine manière, c'est un peu le bonbon, quoi. C'est un peu le truc qui va être votre récompense. Et cette consommation, ça va être à la fois pour acheter ce que vous voulez quand vous voulez, vous faire plaisir, quoi. Mais ça peut être aller à l'autre bout du monde en avion, ça peut être manger de la viande tous les jours. Et là, pour l'instant, on reste dans ce récit-là, on ne le change pas. Et à l'intérieur de ce récit, on dit aux gens, alors vous allez continuer tout le reste, vous allez continuer à bosser, machin, etc. Mais tous les trucs qui vous faisaient plaisir, vous allez arrêter de les faire. Vous n'avez plus le droit de manger de la viande, vous n'avez plus le droit de consommer d'énergie, vous n'avez plus le droit de prendre l'avion, vous n'avez plus le droit de prendre votre voiture. Donc évidemment que les gens ne veulent pas. Ce dont on a besoin, c'est de construire d'autres trajectoires de sens, de dire, mais ce monde-là, il pourrait être beaucoup, non seulement beaucoup plus beau, mais en plus, il pourrait avoir plus de sens pour chacun d'entre nous. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans le dernier film que j'ai fait, là, qui s'appelle Animal, c'est de dire, mais peut-être que le but de nos sociétés, c'est de préserver la vie. Et donc, préserver la vie, ça veut dire aussi préserver notre vie à nous, ça veut dire mettre la santé, par exemple, en priorité par rapport à la croissance économique, le lien social, ça veut dire trouver des métiers qu'on aime, qui nous passionnent, qui nous donnent envie de nous lever le matin, qui ont du sens, qui sont utiles. Ce qui est déjà le cas de plein d'étudiants qui disent « mais nous on veut pas aller bosser dans des grandes multinationales juste pour avoir un gros salaire, ça nous intéresse pas ». Jean Numa Ducange, beaucoup ont qualifié l'accord obtenu par les gauches d'historique. En tant qu'historien, vous diriez la même chose, vous ? Pour le moment, pas nécessairement. Pourquoi ? Bon, beaucoup de gens se réfèrent au Front populaire, puisque c'est dans la mémoire collective, c'est ce qu'il y a de plus positif peut-être dans les accords à gauche, bien que l'expérience du Front populaire ne se soit pas bien terminée. Bon, il y a un certain nombre de grandes mesures sociales, dont les congés payés, ça a été rappelé par quelqu'un tout à l'heure dans votre reportage, mais d'abord le Front populaire a quand même gagné les élections, donc on va voir si ça se concrétise, ça c'est la première chose évidemment, mais le Front populaire c'est un peu un front renversé par rapport à ce qui se passe. Le Front populaire c'est un accord minimal sur des revendications très générales, pas très à gauche, avec un parti de centre-gauche à l'époque qui est le parti radical de gauche qui pèse alors beaucoup dans la situation politique française, et par ailleurs tout de même le Front populaire est précédé de grandes mobilisations de masse contre le fascisme. Et c'est un processus qui prend du temps, des mois, voire quelques années, 1934, 1935, je ne vais pas vous faire toute la chronologie, alors que là, l'accord a surpris quand même beaucoup de monde. Le pari initial de la France Insoumise n'était pas de faire un accord à gauche, puisque la France Insoumise s'est fondée en 2016 sur le mode « il ne faut plus se référer à la gauche ». C'est le peuple contre les élites. C'était même quasiment tabou à un moment donné de la part de Jean-Luc Mélenchon de se référer à la gauche. Et là, il y a un revirement. Bon, qu'on le juge positif ou pas, c'est une autre question. Et donc, avant de voir si tout cela, la mayonnaise, si vous me permettez cette expression, va prendre, bon, il faut avoir conscience du fait qu'il y a eu beaucoup cette question du vote utile, qu'a rappelé ma collègue. Il y a eu tout un certain nombre de choses qui se sont passées ces dernières semaines, mais tout ça n'est pas, comment dirais-je, à l'issue d'un grand processus de mobilisation populaire. Et si on prend le programme commun de 1972, qui est cher d'ailleurs à Jean-Luc Mélenchon et à un certain nombre de ses proches, auquel il ne se réfère absolument pas, c'est assez amusant, en plus c'est les 50 ans, là, en juin 2022, de 1972, la signature du programme commun, eh bien, ce programme commun, évidemment, est un accord entre PS, PC et radicaux, encore une fois, parce que les radicaux pèsent beaucoup moins, mais c'est quand même dans la dynamique de mai-juin 1968, malgré tout, avec tout ce que ça impliquait à l'époque en termes de renversement idéologique, de combativité ouvrière, de lutte sociale, de lutte pour les grèves. Donc là, j'ai l'impression qu'il manque ces éléments-là de mobilisation populaire, c'est pas pour reprocher aux gens qu'il n'y ait pas de mobilisation populaire, c'est descriptif ce que je dis, pour qu'on puisse qualifier cet accord comme quelque chose qui serait aussi historique que, même si ça ne gagne pas, même par rapport au programme commun, parce que le programme commun ça a mis du temps à gagner aussi, ça a mis 10 ans à la rigueur, ou le Front populaire. Voilà, je pense qu'il faut rester mesuré là-dessus, sinon en plus, je crois, enfin là je parle en tant qu'historien sur la longue durée, du socialiste sur la longue durée, bon, quand la gauche gagne électoralement, quand elle est majoritaire, bien sûr qu'il y a des processus électoraux
en France notamment et dans les démocraties occidentales. Mais ça fait quand même suite souvent à des grandes mobilisations populaires de nature différente. Là, il y a eu des mobilisations sous le quinquennat Macron, bien sûr. Il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu toute une série d'oppositions. Je ne dis pas le contraire. Mais il n'y a pas eu de traduction politique de ces mobilisations très claire. Rappelez-vous, Jean-Luc Mélenchon avait appelé à un moment donné, je crois que c'était sur les Champs-Élysées, à défiler à 1 million de personnes au moment de la crise des Gilets jaunes. Tout ça n'a pas eu lieu. Il y a eu toute une série de choses assez sporadiques, pas de traduction politique immédiate. Et puis, il y a ce référent à gauche qui est revenu chez un certain nombre de leaders de la France Insoumise qui avaient disparu. Et parce que quand même, le discours avant, c'était d'expliquer, c'est intéressant d'ailleurs historiquement, parce que c'est arrivé depuis le 19e siècle, de dire gauche-droite, ce n'est pas notre problème c'est le peuple. Avant, on disait plutôt la classe ouvrière, mais c'est encore une autre question. Donc là, quand même, tout ça me paraît un petit peu bancal par certains aspects. Ça ne veut pas dire que ce qu'il y a derrière, l'aspiration, entre guillemets, de ce qu'on appelle le peuple de gauche à l'unité est très forte. Et ça, c'est une traduction politique de cela, absolument. Mais tout de même, je ne suis pas convaincu à l'heure actuelle que ça va mécaniquement se traduire par des grandes victoires comme on en a connu par le passé il y a 50 ans ou il y a 80 ans, pour les raisons que je viens d'indiquer. Et Fabien, on vient de parler des années 70, de 72 et du programme commun. Est-ce que ça avait été compliqué? Est-ce que ça avait été simple? Est-ce qu'il y avait eu des résistances? Comme là, on voit qu'il y a des résistances au sein même du PS. Oui, alors la grosse différence, comme Jean Dumas l'a indiqué, c'est la durée sur laquelle s'est fait ce programme commun. Mais bon, quand même, l'ensemble du parti derrière Mitterrand assume ce programme commun et surtout la stratégie qu'il y a derrière, qui est la stratégie de l'union de la gauche. Et de fait, ça n'a pas été si facile que ça à faire accepter. Il y a quand même eu effectivement des résistances locales. Et de ce point de vue, tout ce qu'on entend de la part de ceux aujourd'hui qui critiquent l'opportunisme, la trahison des valeurs, on peut en trouver des échos chez des personnalités d'ailleurs qu'on a souvent pas mal oubliées de cette époque, qui sont souvent issues de la vieille garde, de la SFIO, c'était le nom du PS avant, qui étaient quand même beaucoup matricés par l'anticommunisme et qui souvent faisaient des alliances qui dataient de la 4ème République avec des forces du centre et tout, et qui tout d'un coup ont eu du mal à accepter la discipline qui maintenant s'imposait à eux de l'union de la gauche. Donc il y a eu quelques résistances, quelques petites scissions, mais en fait le fait qu'on s'en souvienne plus indique assez qu'elles ont pas eu d'avenir. Et moi je crois que c'est aussi ça l'un des points communs, même si je suis assez d'accord sur on va dire la précarité de l'attelage qu'on a. Je pense quand même que en fait tous ceux c'est la grande faiblesse de tous ceux qui à l'intérieur du PS critiquent aujourd'hui cet accord ou s'y refusent ou font dissidence, c'est eux quelque part il n'y a pas beaucoup d'autres voies stratégiques qui sont réduits quand même à tellement bas au niveau national, aux élections nationales, que je vois pas, à part garder quelques sièges de députés, se replier sur quelques fiefs, je vois pas de probabilité stratégique de réussir quoi que ce soit de décisif pour le pouvoir national. Alors on l'a vu un peu tout à l'heure dans les magnétos de LREM, ORN et même de la part de certains, on va dire barons socialistes, Mélenchon apparaît comme un dangereux extrémiste. Est-ce que cette démonisation a été un phénomène récurrent lors des précédents épisodes d'Union de la gauche? Est-ce qu'à chaque fois il y a eu une sorte de... Oui, bien sûr. Alors, même au moment du Front populaire, c'est même beaucoup plus violent que cela. On parlait de manifestations avant. Il y a régulièrement des morts dans les manifestations. Le Palais Bourbon avait été attaqué le 6 février 1934 par des ligues d'extrême droite, ce qui avait provoqué 3 jours plus tard une immense manifestation à Bastille des organisations de gauche et de ceux qui les soutenaient. Puis il y a eu des injures, notamment antisémites, contre Léon Blum à l'époque, des tentatives d'attentats, des choses qui étaient d'une certaine manière beaucoup plus violentes que ce que l'on connaît, qui n'est que verbal et rhétorique, bien sûr, à ce stade en ce moment. C'est moins le cas dans les années 1970, mais la violence politique n'a pas totalement disparu. Et puis surtout, il y a derrière, et en 1936 et en 1972, c'est évidemment plus le cas en 1997 puisque l'URSS a disparu, mais il y a la peur du communisme, la peur du bolchevisme, la peur de l'Union soviétique, que les chars soviétiques débarquent à Paris. C'était d'ailleurs écrit très sérieusement en 1981. Certaines personnalités de droite pensaient vraiment... En plus, formellement, les chars soviétiques n'étaient pas très loin, parce qu'il y avait l'Allemagne de l'Est, donc c'était quelques centaines de kilomètres. Ils pensaient vraiment qu'il y avait un plan stratégique du PC depuis le début pour se mettre d'accord avec Mitterrand pour faire venir les chars russes. Bon, tout ça, évidemment, relevait du fantasme. Disons qu'aujourd'hui, les éditorialistes du Figaro craignent plus les burkinis sur les plages ou dans la piscine. Ce n'est pas la même portée que les chars soviétiques. Et les black box dans les rues, voilà. Tout à fait. Donc évidemment, c'est pas la même chose. Après, je pense que de la part de ceux qui avancent ces propos-là, il y a quand même une question stratégique, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que, alors on peut parler des divisions hautes, mais donc Mélenchon n'est pas pour la troisième fois au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est vrai qu'il y a eu un vote utile
très massive de beaucoup d'électeurs socialistes, communistes et écologistes en sa faveur, sinon il n'aurait probablement pas atteint ce score. Mais c'est évidemment c'est très difficile à démontrer. Il faudrait interroger beaucoup de gens, faire des enquêtes sérieuses sur plusieurs années. Mais Mélenchon a pu apparaître comme une personnalité assez clivante qui a remobilisé une partie des électeurs de centre-gauche, ça existe, qui ont voté Emmanuel Macron. Et du côté de l'extrême droite, la peur d'avoir Mélenchon arrivé au deuxième tour a pu aussi jouer en faveur. Évidemment, c'est très difficile à démontrer, mais il me semble que ces phénomènes-là d'opposition sont très importants à prendre en compte. Vous m'interrogiez sur le passé. Dans les années 1970, une des raisons de l'échec, enfin des raisons, pas la seule, de l'union de la gauche en 1978 aux législatives et à la présidentielle quelques années plus tôt, ils étaient sûrs de gagner les deux fois, quand vous prenez les prospectus de l'époque. Et c'est la campagne qu'a menée la droite justement sur la peur du communisme et autres, qui résonnait réellement dans une partie de la population, et y compris dans certaines franges de la gauche socialiste de l'époque qui étaient très anticommunistes, très pro-OTAN. C'était d'ailleurs un des points de clivage dans l'OTAN déjà, entre le PS et le PC pour le programme commun, ça posait bien des problèmes. Donc voilà, il ne faut jamais sous-estimer le fait qu'une union de la gauche réactive les peurs. Et comme le rapport de force n'est pas forcément idéologiquement en faveur de la gauche dans le pays aujourd'hui, ça peut avoir des effets contradictoires. Et du coup, vous diriez qu'il y a une sorte de déséquilibre, beaucoup plus d'ailleurs que dans les années 70, au profit de la force la plus radicale qui est la France Insoumise, qui peut freiner, disons, la me semble-t-il, parce que, encore une fois, les références les plus fréquentes que l'on a en ce moment, c'est le Front Populaire. Le Front Populaire, l'extrême gauche à l'époque reprochait au programme d'être très timoré, d'être centriste, pro-bourgeois, etc. Là, l'alliance se fait plutôt sur des mesures radicales. La retraite à 60 ans, ce que ça impliquerait en termes de redistribution des richesses, de mesures législatives, de confrontation avec une partie de l'appareil d'État et de confrontation avec les classes dominantes, ça serait gigantesque. Alors que le pari du Front Populaire initial, c'était plutôt, et d'ailleurs beaucoup de gens au Parti communiste n'étaient pas contents à l'époque, c'était plutôt de ne pas effrayer trop la bourgeoisie républicaine, laïque, radicale, pour avoir une union des gauches qui tienne à peu près à l'Assemblée. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment pas la même chose. Évidemment, on veut dire que les contextes sont différents, donc c'est toujours différent. Non, c'était aussi différent quant à la démarche. Mais le contexte est aussi différent, par exemple, de 72, parce que si on regarde le programme de 72, le programme commun, et le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas non plus le marxisme à tout cran. Pas du tout. Et le programme, en plus, les accords qui ont été signés là sont évidemment très minimales, parce que il y a alors des enjeux par rapport aux répartitions des circonscriptions. Et oui, évidemment, le programme commun de 1972, la première version, bon, vous montrez ça à des gens aujourd'hui, et oui, ça apparaît comme du bolchevisme pur sucre, quasiment, en termes de nationalisation des secteurs stratégiques, sur toute une série de revendications. Mais encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est dans le sillage de mai-juin 1968, il y a une radicalité politique à gauche qui est beaucoup plus forte qu'aujourd'hui, me semble-t-il. Il y a aussi, parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, y compris les responsables politiques de tous les courants de gauche, il y a la question des luttes sociales et par exemple du nombre de jours de grève. C'est un indicateur très important pour saisir la conflictualité dans un pays. Le nombre de jours de grève était extrêmement fort dans les années 1970. Mai-juin 68 est évidemment une des plus grandes grèves de l'histoire de France. Celle qui se déclenche quand le gouvernement de Front Populaire est élu aussi, alors que par exemple aujourd'hui, la dernière décennie, bien sûr qu'il y a une remontée des luttes et de la conflictualité, mais ce n'est pas dans des proportions quand même comparables. Et je pense que, je veux pas faire le prophète de mauvais augure, mais ces indices-là, moi je suis plutôt dans un cadre pas unique, mais théorique marxiste, qui consiste à regarder l'importance des luttes sociales, quelle que soit la manière dont ça se déroule aujourd'hui, ce qui est évidemment différent d'il y a 50 ans, et on ne peut pas dire que tout ce qui est du côté de la conflictualité sociale et autres, ne donne que des signes positifs quant à la traduction politique que ça peut opérer. Au contraire du programme commun aussi, cet accord il a été fait en quelques jours, ça a donné lieu à des négociations, donc ça donne un texte finalement un peu fragile, en tout cas à l'image aussi de la fragilité des partis. Vous en pensez quoi en fait ? Oui, le programme commun de 1972, il y a 2 ans on a publié avec un certain nombre de collègues le journal privé de Maurice Thorez, qui était secrétaire général du PCF entre 30 et 64, et dès les années 50, l'obsession, c'est d'arriver à terme à avoir un programme commun avec les socialistes pour pouvoir gouverner. Bien que Thorez soit très hostile aux socialistes par certains aspects, il sait bien qu'en France, dans le contexte dans lequel il est, la majorité, c'est de ce côté-là qu'elle se situe. Donc là, on est dans un processus, je ne vais pas dire de 20 ans, mais en tirant un peu large quand même. Là, on est quand même dans des rencontres rapides qui ont surpris quand même pas mal de monde, moi le premier et beaucoup d'autres, entre des courants dont on n'était absolument pas sûr qu'ils allaient même se parler.
après le deuxième tour de la présidentielle. La dernière fois, socialistes, communistes, verts ont un peu présenté qui voulaient, etc. Donc c'était pas du tout la même dynamique. Donc là, c'est là où je tique un peu sur le côté historique de la chose, parce que c'est un accord aussi où, ne nous voilons pas la face, qu'est-ce qui permet aussi aux organisations politiques de gauche de se maintenir en vie ? C'est d'avoir une représentation à l'Assemblée nationale. Ça implique du temps de parole à l'Assemblée. Vous avez remarqué qu'on n'a quasiment pas entendu Marine Le Pen à l'Assemblée nationale ces 5 dernières années, non pas parce qu'elle était censurée, mais parce que l'Assemblée nationale n'avait pas de groupe. Ouais. Donc ce qui fait que vous n'avez quasiment jamais l'occasion de parler. Alors vous avez beaucoup vu Mélenchon ou même le Parti communiste, par exemple, parce qu'ils ont un groupe. Et donc le fait de perdre un groupe, de prendre le risque de perdre un groupe, a fait très peur, notamment au Parti communiste, au Parti socialiste. On le voit bien, parce que c'est un des principaux enjeux quand même, ne nous voilons pas la face. Et les Verts, puis ça donne des moyens d'expression financiers, d'avoir des collaborateurs. Et je dis pas ça d'un point de vue purement matériel, c'est que pour faire vivre une organisation politique, il faut tout cela. Les débats à l'Assemblée, c'est retranscrit quand même, les gens regardent un peu le 20h, on voit les extraits, les gens qui parlent, c'est très important tout cela. Donc quand même ça sous-tend beaucoup les choses, parce qu'il est inutile de vous préciser qu'en 1972, l'enjeu du PS et du PC, c'est pas d'avoir un groupe à l'Assemblée. De ce point de vue-là, ils sont tranquilles, et même le PRG à l'époque, ils sont très tranquilles, il n'y a pas du tout ces enjeux-là. Donc on est aussi dans un contexte où des forces sont très affaiblies. Beaucoup plus sur la défensive, quoi. Sur la défensive, voilà, j'ai pas employé le mot, c'est exactement ça. On est quand même dans beaucoup de cas, de partis dont on parle, ils sont sur la défensive. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, mais ça veut dire que quand même ce paramètre-là est à prendre en compte. Mais c'est le jeu des institutions. Voilà. Imaginez, il n'y aurait pas eu d'alignement du calendrier des législatives sur le calendrier des présidentielles, comme c'était le cas avant sous la Ve République. C'était une des bonnes idées de Lionel Jospin, qui n'a pas vraiment réussi, d'avoir aligné les deux. Bien. Si, mettons, le président Macron est élu ici, il dissout l'Assemblée législative ou pas, ou bien les législatives, il y en aurait dans 2 ou 3 ans. Les rapports de force ne seraient pas nécessairement les mêmes, parce qu'entre-temps, si vous avez des élections locales, sénatoriales, régionales, municipales, le Parti socialiste va probablement s'affaiblir à l'avenir, mais il dirige encore aujourd'hui beaucoup de grandes municipalités. Et même le Parti communiste, rapporté à sa force nationale, donc son score faible aussi à la présidentielle, encore un certain nombre de villes, notamment de communes populaires et autres. Donc s'il y avait des négociations sur des législatives hors du cadre actuel de la Ve République, alignement présidentiel, ce n'était pas le cas en 72, je vous dis c'est le cas depuis Jospin uniquement, les rapports de force n'auraient pas du tout été les mêmes. Parce que là, on voit bien que l'argument des socialistes et des communistes, qui n'ont pas arrêté de dire aux insoumis, mais on existe beaucoup plus que vous dans les villes, etc., ce qui est un fait, porte pas beaucoup, parce que comme le peuple de gauche veut l'unité, là ils ont 10 jours pour négocier. Bon, évidemment, ce qui marque les esprits, c'est le score de Jean-Luc Mélenchon, donc c'est beaucoup plus facile de négocier. Mais si on dit dans un autre cadre, même la répartition elle-même ne se serait probablement pas passée de la même façon. Fabien, ta dernière question. Oui, non, une dernière question, mais qui revient un peu sur la première de Christophe, sur l'aspect historique des choses quand même. Vous avez dit oui que ça vous semblait pas si historique ou si puissant que ça par rapport à d'autres occurrences dans le passé. Est-ce que quand même le fait que l'accord ait été promu avant tout par la France Insoumise, évidemment, mais aussi Europe Écologie, qui sont 2 forces qui ne sont pas des vieilles forces issues du mouvement ouvrier, celles que vous traitez dans l'histoire globale du socialisme, celles que représentent le PS et le PCF par leur histoire. Est-ce que ce fait-là, quand même, il n'indique pas un changement d'air politique, du moins en France, quoi ? C'est probable, à condition que cet accord-là aboutisse à l'élection d'un nombre très conséquent de députés de gauche. Ou de cette alliance qui ne s'appelle pas formellement de gauche, parce que si ça ne fonctionnait pas pour X, Y raison, vous savez, les législatives, avec l'abstention, ça peut devenir très vite très compliqué. Moi, je travaille en Seine-Maritime, pour vous prendre l'exemple du député Sébastien Jumel, communiste sortant à Dieppe, il a battu le Front National la dernière fois, le Rassemblement National, de quelques dizaines de voix. Et si vous regardez de très près en 2017, il y a eu pas mal de situations comme cela, donc ça peut basculer très vite. Donc s'il n'y avait pas de traduction en termes de députés, ça invaliderait l'idée selon laquelle ce qui vient de se passer est si exceptionnel que cela. Parce qu'encore une fois, on fait des parallèles avec d'autres unions de la gauche. On pourrait même parler de la gauche plurielle, qui avait une majorité à l'Assemblée à ce moment-là, entre 97 et 2002. Et bien là, il y avait véritablement, une dynamique politique qui s'était traduite sur un plan électoral. Je pense que tout cela est beaucoup plus fragile
ne serait-ce que parce qu'il y a quand même une dynamique aussi, même si elle va être une dynamique entre guillemets de type bonapartiste, c'est-à-dire vous élisez le président et après vous donnez une majorité au Parlement, il n'est pas impossible que le macronisme, en jouant là-dessus comme la dernière fois, va probablement perdre quelques plumes, mais comme la droite, par ailleurs, LR, a aussi beaucoup perdu de plumes, certains vont se rallier au macronisme, donc si vous voulez... Il reste en position de force. Il reste en position de force, et dans ce cas-là, le fait d'avoir fait un accord avec des forces effectivement de type nouveau, eh bien, ne va pas valider automatiquement le fait que justement ce type de nouvelle force c'est l'avenir. Pas forcément. Je ne dis pas que, évidemment, ça fait un peu l'historien, il va dire les vieilles forces, évidemment, c'est toujours important. Non, je pense que les organisations politiques de type classique ont encore une capacité, on le voit dans d'autres pays occidentaux, à se maintenir. Malgré tout, les sociodémocrates se maintiennent dans un certain nombre de pays. C'est le pari, entre guillemets, de Le Foll et les autres. C'est de dire, il n'y a pas de raison qu'en France, on ne maintienne pas un centre-gauche gouvernemental et autres. Sauf qu'évidemment, on peut dire Macron d'un côté, Mélenchon de l'autre, ça ne laisse aucun espace. Mais c'est une discussion qui n'est pas inintéressante. Mais les sociodémocrates qui sont très affaiblis par rapport à il y a 20 ans, gouvernent en position de force relativement en Allemagne. Je ne parle pas de la ligne politique, mais c'est un fait. C'est le vieux SPD qui gouverne. En Espagne, au Portugal, où au Portugal, en plus, ils viennent d'éliminer la gauche radicale. Qui avait fait tomber le gouvernement, ils se sont représentés tout seuls et ils les ont totalement écrasés. Donc il faut regarder un petit peu ça. Évidemment, la situation politique au Portugal et en France est très différente, mais il ne faut pas enterrer trop vite les vieilles organisations parce qu'elles ont encore une implantation, un certain ressort. Et puis les nouvelles ont quand même des fragilités structurelles. On l'a vu, la France Insoumise s'était présentée à toutes les élections intermédiaires et ils avaient vraiment fait campagne lors des municipales, lors des régionales. Ils n'ont pas beaucoup investi non plus. Pas beaucoup investi, mais ils l'avaient quand même fait. Et là, les scores étaient vraiment très bas, ce qui témoigne d'une faiblesse d'implantation, difficulté à s'implanter. Alors peut-être que là, ils vont avoir plus de députés et s'implanter et que les choses vont changer au cours du quinquennat. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore prouvé. Voilà, affaire à suivre. Merci beaucoup, Jean-Nuit Maducan. Je rappelle que vous avez co-dirigé Histoire globale des socialismes 19e, 21e siècle, paru aux presses universitaires de France. Merci beaucoup, Fabien Escalona. À très bientôt. Sur Air Libre. Avant le 24 heures de Mediapart, on va regarder un petit parti pris vidéo d'Edoui Plenel. C'est sur le même sujet, on l'a enregistré hier. Bonsoir Edoui, tu viens de publier un parti pris titré La chance inespérée de l'Union des gauches, dans lequel tu te félicites que les gauches et les écologistes aillent aux législatives sous la bannière commune Nouvelle Union populaire écologique et sociale. En quoi est-ce une chance ? Pour au moins 3 raisons. La première, c'est que cette dynamique d'union répond clairement à l'attente exprimée par leur vote du premier tour par les électrices et les électeurs de gauche, des gauches et de l'écologie. Ils ont massivement voté pour mettre le candidat de la gauche le mieux placé en tête et même essayé de le mettre au second tour pour faire barrage à l'extrême droite à un cheveu, 400 000 et quelques voix. Et en faisant ça, ils ont clairement dit combien cette fadaise des gauches irréconciliables était un piège, était une machine à diviser les gauches, qu'elle n'avait aucun sens, que c'était profondément nocif et sans fondement. La deuxième raison, c'est que cette dynamique va nous permettre, soit en permettant qu'il y ait un fort groupe d'opposition, soit rêvons, ce sera difficile, en imposant une cohabitation par une majorité, va nous permettre de continuer à faire barrage à l'extrême droite. On a l'impression que c'est fini. Mais non, l'extrême droite n'a jamais été aussi puissante, jamais aussi forte, aussi présente dans les médias. Il suffit d'entendre tout ce qui empuantit et continue d'empuantir l'atmosphère. Et on ne peut pas faire confiance à Emmanuel Macron pour la faire baisser, pour faire barrage. C'est même pire. Ces 5 dernières années, il n'a cessé de renforcer l'extrême droite. Il a épousé son agenda, la loi séparatisme en est le symbole. Sa politique, au fond, a nourri des colères, des ressentiments que l'extrême droite récupère. Donc il faut une autre politique. Il faut surtout pas lui donner un chèque en blanc, surtout pas lui donner une majorité où il aurait blanc-seing pour faire tout ce qu'il veut, c'est-à-dire permettre, dans 5 ans, que l'extrême droite soit
encore plus près de la présidence, au seuil de l'Élysée. Et puis la troisième raison, et nous à Mediapart on ne peut pas barguigner là-dessus, quand on est critique du présidentialisme, de cette tuerie, de ce système qui remplace la volonté de tous par le pouvoir d'un seul, c'est une opportunité formidable d'essayer de défendre une alternative, une alternance, une dynamique par la voie parlementaire. Les négociations l'ont montré, la voie parlementaire ne permet pas des logiques hégémoniques. Elle oblige à composer, elle oblige à discuter, elle oblige à respecter une diversité et une pluralité. Donc c'est l'opportunité aussi de combattre le présidentialisme par une renaissance du parlementarisme. Mais alors, ça grogne quand même chez les vieux barons du PS. Ils tirent à boulet rouge sur cette alliance des socialistes avec Jean-Luc Mélenchon, estimant que leur parti, donc le PS, renie ses propres valeurs. C'est un moment de clarification formidable. Toutes ces vieilles barbes qui devraient se taire parce que leur bilan en termes d'échec politique pour leur propre famille, regardez le bilan du Parti socialiste entre le moment où François Hollande arrive au pouvoir et le moment où il le quitte, leur opportunisme, comment dire, il n'y a pas de propriétaire de la croix du côté de la gauche. La gauche, c'est un mouvement, c'est une dynamique, et c'est la dynamique de la société. C'est d'ailleurs comme ça que Jean-Luc Mélenchon a évolué. Le Jean-Luc Mélenchon d'aujourd'hui ne dit pas les mêmes choses qu'il disait il y a 10 ans sur la laïcité, sur la pluralité de la société, sur l'écologie, sur le nucléaire. Il a bougé. Il a bougé par quoi? Pas par une opération du Saint-Esprit, par le lien avec les luttes de la société. La gauche, c'est cela. La gauche, ça a toujours été ça. Et il suffit... par rapport à ces gens qui n'existent que parce qu'il y a un bonhomme qui s'appelait François Mitterrand, et Dieu sait si une fois au pouvoir, il a parfois fait le contraire, et nous l'avons documenté, eh bien François Mitterrand, dans La Rose au Point, en 1973, il disait exactement ça. Il était en train de vouloir reconstruire un parti socialiste, et il disait, pour reconstruire un parti socialiste, il faut d'abord récupérer la confiance de ceux qu'il a pour mission de défendre, en les rejoignant sur le terrain des luttes. L'authenticité ne s'invente pas, elle se prouve à l'usage. Je ne crois pas qu'on ait jamais vu sur le terrain des luttes ces dernières années, ni peut-être même jamais, Stéphane Le Foll, François Hollande, Jean-Christophe Cambadélis, Julien Drey, Manuel Valls, n'en parlons pas, Bernard Cazeneuve, encore moins. Donc, cette clarification est une bonne chose, et Olivier Faure, de ce point de vue, a pris, je trouve, en prenant beaucoup de coups, et la violence, c'est la violence d'un monde de classe. Ce sont des gens convertis à l'ordre dominant, et ils ne sont pas de gauche. Ils revendiquent ce mot-là pour continuer à diviser la gauche, à affaiblir la gauche. Et donc, il faut tenir bon face à ce moment de clarification, qu'ils aillent où ils doivent aller, c'est-à-dire chez Emmanuel Macron, qu'ils ont produit. Il est né non pas de la cuisse de Jupiter, ce président, mais de la cuisse de François Hollande et un petit peu de Sarkozy. Donc qu'ils aillent là, car au passage, soulignons combien tous ces gens qui appellent à des cohérences et qui faisaient la morale sur ceux qui ne voulaient pas, qui rechignaient plutôt à voter Macron pour faire barrage à l'extrême droite, ils acceptent, et beaucoup de leurs amis et des gens avec qui ils sont en lien, ils acceptent quoi ? Jean-Pierre Chevènement, Manuel Valls, François Rebsamen, très proche de François Hollande, Elisabeth Guigou, et j'en passe, ils sont où ? Ils sont avec les droites les plus réactionnaires, toute la palette des droites. Les droites moins réactionnaires, Édouard Philippe, mais qui est critique maintenant, les droites réactionnaires, les droites identitaires, jusqu'aux droites corrompues, puisque le sarkozysme est au cœur de la Macronie. Donc, quand même, voilà, il y a vraiment pas de raison d'écouter ces donneurs de leçons. Alors, l'accord a été conclu quasiment à la date anniversaire du Front Populaire, le 3 mai 36. C'était même urgent de conclure à ce moment-là pour les membres de la France Insoumise notamment. Est-ce que le parallèle est vraiment valable ? C'est une résonance. Hein. Il n'y a pas de c'est pas du tout le même contexte, mais il y a en même temps des similitudes, oui, les idéologies de l'inégalité, les idéologies qui produisent des systèmes criminels totalitaires sont là, avec des fronts renversés, mais quelque part qui s'enracinent aussi dans ce que fut le stalinisme, puisque le meilleur allié de l'extrême droite au plan international, c'est le régime de Poutine, qui est un régime criminel, qui est un régime qui montre son visage d'impérialisme et d'enfant monstrueux du capitalisme,
du stalinisme et du tsarisme. Donc on voit bien qu'on est dans ce moment-là, dans ce moment de risque, dans ce moment de péril. Et n'oublions pas, car à chaque fois, on fait comme si, une fois la campagne électorale, c'était plus là. On a documenté ça à nouveau sur Mediapart. Il y a le péril climatique, il est là. Il est là. Donc il y a des urgences. Et il y a des urgences qui appellent justement des dynamiques positives, des dynamiques rassembleuses, des dynamiques qui ne soient pas dans les querelles de chapelle, qui ne soient pas dans les provocations boutiquières, qui soient responsables. La responsabilité, aujourd'hui, pour des gens de gauche, pour des gens de l'écologie, c'est d'accepter de passer sur les petites différences pour aller à l'essentiel. Et globalement, ils sont d'accord sur l'essentiel. Les quelques fois où à Mediapart, on a fait des rencontres entre toutes les tendances des gauches qui étaient divisées pendant la campagne présidentielle, sur la question des migrants, sur la question de l'écologie, sur la question de l'éducation, il y avait des feuilles de papier à cigarette. Ces gens-là peuvent gouverner ensemble. Donc, quelle est la résonance avec les années 30 ? Eh bien, c'est ce sursaut-là. On s'en souvient un peu, mais il y avait des divisions, et en l'époque, c'était le Parti communiste stalinien qui était le principal facteur de division. Pour lui, les socialistes étaient pires que les nazis, en clair. C'est ce qui a été fatal à la démocratie allemande. Et donc, il y a eu un sursaut, d'abord au moment des menées factieuses de 1934, menées factieuses que nous entendons. Aujourd'hui, leur arme, elle est médiatique, elle n'est pas dans la rue, elle est sur CNews. Et donc, la résonance, pour moi, n'est pas le 3 mai, la victoire électorale, la 3 mai de 36, elle est plutôt le sursaut qui a précédé le 5 mars 34, le comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Il y avait un philosophe proche du Parti radical, Alain, il y avait un ethnologue proche du Parti socialiste, Paul Riquet, et il y avait un physicien, Paul Langevin, proche du Parti communiste. Et ils ont fait un appel qui était un appel aux travailleurs pour dire attention, on ne va pas laisser les travailleurs tomber dans le piège, car le piège est tendu, et on le voit bien, y compris dans certains votes. François Ruffin l'a expliqué sur sa région. Attention, si les gauches ne sont pas au rendez-vous de ce moment historique, si les écologistes, les gauches, ne voient pas que, au fond, le temps presse. Le temps presse. C'est un moment grave entre toutes les menaces qui pèsent et cette démocratie française, tout le monde le sait, qui est immensément fragile. Et s'il n'y a pas ce sursaut, s'il n'y a pas cette dynamique, l'extrême droite sera au pouvoir. Car la politique actuelle, depuis 20 ans, ne fait que faire grimper l'ennemi de l'émancipation, le camp de l'inégalité naturelle, alors que nous sommes pour l'égalité, et que c'est comme ça que nous conquérons des droits. Nous sommes tous égaux en droit, quelle que soit notre naissance, notre origine, notre apparence, notre croyance, notre sexe, notre genre. Eh bien, au nom de tout cela, et y compris l'égalité avec la nature, le refus des logiques de domination, de puissance, eh bien, chacun doit s'élever. Eh bien, nous ne connaissons pas le futur, mais il faut se dresser là. Merci beaucoup, Edoui Plenel. À bientôt sur L'air libre. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, petite séance de rattrapage. Après Coralie Dubost, Antoine Rouget et Sarah Brett ont enquêté sur Patricia Miralles, une autre députée LREM de l'Hérault, déménagement de son fils, réparation du disque dur de sa fille ou encore séjour à l'hôtel avec son conjoint. La députée semble elle aussi confondre frais professionnels et dépenses personnelles. Direction Oran ensuite, où une vidéo montre des gardes-frontières algériens tirant sur l'embarcation d'un passeur. Un phénomène récurrent ces dernières semaines, certains de ces passeurs auraient même été abattus. Enfin, David Perrotin revient sur une affaire d'agression sexuelle sur mineur jugée en 2021. On apprend que l'accusé est un ami de Jean-Marc Morandini et que le présentateur l'incitait à lui envoyer des photos dénudées de la victime de 16 ans. À l'air libre, c'est fini pour cette semaine. Exceptionnellement, pas d'émission lundi. Rendez-vous mardi. En attendant, prenez soin de vous.